si vous voulez, nous allons commencer nos travaux. J'ai le plaisir de vous accueillir dans cette belle salle Monory. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, pour une petite précision, nous essayerons de terminer nos auditions vers 20h, si vous en êtes d'accord. Donc, voilà, comme vous êtes nombreux, je vous laisserai vous répartir la parole. Voilà, donc mes chers collègues, nous entendons aujourd'hui plusieurs sociétés savantes constituées de professionnels de santé concernés par la prise en charge des mères et de leurs bébés pendant la grossesse, l'accouchement et les premières semaines de vie, à savoir donc le Collège national des gynécologues et obstétriciens français, qui sont par là, voilà. Le Collège national des sages-femmes, voilà, très bien. La Société française de néonatologie, vous êtes venus en force, et la Société française de médecine périnatale, voilà, très bien, qui regroupe donc à la fois obstétriciens, sages-femmes, pédiatres et anesthésistes, mais aussi au sein de son conseil d'administration, des psychiatres, psychologues, puéricultrices, épidémiologistes et représentants des patients. Alors, nos auditions de la HAS et de Santé publique France et notre visite à l'hôpital Robert Debré la semaine dernière nous ont permis de dresser un premier état des lieux global de la santé périnatale en France aujourd'hui. Alors, plusieurs éléments nous ont marqués. Tout d'abord, la mortalité infantile augmente, sans que l'on dispose d'études précises permettant d'en identifier précisément tous les facteurs sous-jacents et sans qu'il semble possible d'établir de corrélation claire entre le type et la taille des maternités d'une part et la sécurité des soins d'autre part. Cela nous interroge sur les conclusions de l'Académie de médecine qui, dans son rapport de l'année dernière, recommandait la fermeture des maternités réalisant moins de 1000 naissances par an. Ensuite, les facteurs de risque associés aux grossesses sont en hausse, du fait notamment d'un âge de maternité plus tardif, d'une augmentation de la précarité, d'une obésité plus fréquente et d'une dégradation de la santé mentale des mères. Le suicide est désormais la première cause de décès des mères dans l'année qui suit l'accouchement, ce qui interroge sur la prise en charge de la santé mentale des mères en prénatal comme en postnatal. Vous nous direz quel regard vous portez sur ces différents sujets et quelles sont vos préconisations pour améliorer la prise en charge des mères et de leurs bébés dans le contexte de pénurie de professionnels de santé que nous connaissons. Je vais vous laisser la parole donc successivement pour quelques minutes pour chacune de vos 4 sociétés savantes, donc vous vous arrangerez pour avoir un porte-parole. À charge pour vous d'intervenir et je passerai ensuite la parole à notre collègue Véronique Guillotin qui est rapporteure et qui vous posera une première série de questions. Voilà, je vous laisse la parole. Eh bien, si voilà, vous j'ai partagé avec mes collègues les quelques diapositives que je voulais vous présenter en introduction, pour vous rappeler que c'est un sujet pour lequel on est très préoccupé, Société française de néonat, mais également le Collège et la Société française de médecine périnatale. Pour vous dire, en 2019, on a déjà prévenu le Premier ministre à l'époque, donc vous voyez, ça fait 5 ans, parce qu'il y avait le papier de Madame Blondel, qui est de l'équipe Épopée, qui montrait un point important, c'est que la France était un des seuls pays européens qui n'avait pas amélioré sa mortalité néonatale entre 2010 et 2015. Et ce qui s'est refait, vous pouvez voir sur Européristat, entre 2012 et 2022, c'est pareil. Beaucoup de pays améliorent, mais pas la France. Donc, si vous voulez, par rapport à ce que vous dites sur les facteurs de risque qui augmentent, c'est le cas dans tous les pays. Donc, c'est un autre problème. Ce déclassement est un autre problème. Épopée. Oui, tout à fait. Et je pense qu'ils vous rediront à peu près les mêmes choses parce qu'on discute beaucoup ensemble. Diapositive suivante, ou je ne sais pas si c'est moi qui passe. Qui passe les diapositives? Tu peux passer? Bon, super, c'est gentil. Donc, vous voyez qu'en 2019, la situation montre, ces 2 diapositives montrent pour la mortinatalité, donc les décès avant la naissance, et pour les décès
après la naissance, au-delà de 24 semaines, pour être sûr qu'on compte à peu près de la même manière dans tous les pays européens. Vous voyez que la France est très, très déclassée. Et ça peut permettre aussi de répondre à une de vos questions que vous nous avez mises. Vous voyez que ce n'est pas un problème de transfert de la mortalité anténatale vers la postnatale, parce qu'à ce moment-là, on s'améliorerait sur la mortalité anténatale. On est mal placé pour les deux. Donc, pourquoi? Diapositive suivante. Ben, on ne savait pas, comme vous l'avez très bien dit. C'est pour ça que notre priorité, notre demande principale, dans le cadre, par exemple, des assises de pédiatrie, pour des cliniciens, c'était de dire effectivement, il faut compter les morts. Or, on pourrait les compter, puisque vous voyez, c'est les 5 bases qui existent, mais elles ne sont pas connectées entre elles. Si bien qu'on est un des rares pays européens où on peut compter les morts, mais on ne peut pas y rattacher une histoire médicale. C'est pour ça que Santé publique France vous a dit on ne sait pas bien précisément. Néanmoins, depuis, diapositive suivante, une chercheuse de l'équipe Épopée, qui est Jennifer Zetlin, qui gère les bases européennes, donc qui connaît parfaitement la situation de la France par rapport à l'Europe, a pu comparer la France à 5 pays. Donc la France est en bleu, les pays qui ont la plus basse mortalité, dont essentiellement les pays d'Europe du Nord. Et on voit sur la figure, on va passer un tout petit peu de temps sur cette figure, mais c'est pour que vous la compreniez bien. C'est en fonction de l'âge gestationnel des enfants, donc globalement on prend en charge à partir de 23 semaines, même certains pays 22 semaines, mais en France c'est à partir de 23 semaines, jusqu'à 42 semaines. Et si on voit la comparaison sur un axe normal, exprimé en valeur normale, vous voyez qu'on a une très très grande différence pour les extrêmes préma. Donc là, il y a une première grosse différence sur les résultats pour les extrêmes préma. Simplement, la différence est énorme, mais pour une population, ça représente moins de 1% de la population. Donc ça ne peut pas expliquer l'ensemble. Si maintenant, on se met en échelle logarithmique pour comme agrandir les choses, vous voyez une différence qui n'est pas extrêmement importante sur les 38-40 semaines, c'est-à-dire les enfants à terme, mais on est de l'ordre de 0,5 pour 1000. Et comme c'est une grosse partie de la population, c'est assez debout. Et donc, en fait, on a 2 problèmes sur le haut risque et sur le bas risque. Diapositive suivante. Donc, sur le bas risque, et là, je laisserai mes collègues parce que ça ne concerne pas que la Société française de néonatologie, mais ce qui est certain, et que je pense sur ce que vous avez entendu, j'ai regardé sur la PM, les données que vous avez fait, je pense que les gens passent à côté d'une chose qui est majeure, c'est la permanence des soins. Pour assurer la sécurité dans une maternité, vous avez 3 permanences des soins. Obstétrique, anesthésie, pédiatrie. Et on a une modification sociétale majeure qui est déjà survenu dans les pays d'Europe du Nord et qui a été déjà pris en compte, c'est que nos jeunes, on a plusieurs enquêtes, 2 du collège et une de la Société française de néonatologie, qui montrent qu'ils souhaitent travailler en équipe, en sécurité, pas faire de plus 4-5 gardes par mois, 1 à 2 week-ends maximum. Ça veut dire que c'est des équipes de 7 personnes. Et si vous avez 3 équipes de 7 personnes, ça fait 21 personnes. Comment voulez-vous qu'une petite maternité puisse nourrir économiquement, mais aussi intellectuellement, ces 21 personnes? Donc c'est cette prise en compte qui doit être majeure, qui a été prise en compte dans les pays d'Europe du Nord. Et moi, je pense qu'il ne faut pas que vous ayez une réflexion que franco-française, mais allez voir en Suède, allez voir en Finlande, qui ont les chiffres les meilleurs et qui ont tout anticipé tout ça, avec une restructuration extrêmement profonde. Donc je suis d'accord avec vous, ce n'est pas 500 000, le problème n'est pas là. Le problème, c'est est-ce que vous avez les effectifs pour faire la liste de garde? Et l'HAS n'a pas repris quelque chose qui avait été dit lors des travaux sur la réforme des autorisations organisées avant le Covid par la DGOS, qui se sont interrompues, puisque la DGOS, on n'allait pas dans le sens que la DGOS souhaitait. C'est qu'il y a un consensus vraiment des praticiens pour dire qu'une équipe avec des mercenaires, c'est dangereux. Et on pourra vous donner des exemples. C'est-à-dire que si les gens ne se connaissent pas, ils ne peuvent pas faire face aux risques majeurs. Et alors j'insisterai un petit peu sur le haut risque, puisque là, ça concerne les soins critiques néonataux. Donc avec mes collègues, on a mené 4 enquêtes, plus une 5e depuis, mais Elsa pourra, si vous souhaitez, on pourra vous en dire plus.
que je vous ai transmis, dont les principaux résultats avaient été transmis au monde et que vous avez dû recevoir, que je vous ai envoyé, hein, mais qui, pour résumer, on a une offre insuffisante, mal financée et mal répartie, je pourrais vous répondre à tout ça, une charge en soins pour les infirmières qui est excessive, et là on a un repère par rapport au Québec qui est très avancé, on pourra vous donner, on a des chiffres très précis. De ce fait, on a des ressources humaines médicales très fragilisées. On a une enquête publiée dans Acta Pediatrica qui le montre très très clairement, c'est-à-dire un burn-out très rapide de nos jeunes parce qu'ils travaillent dans des situations insécures, ce qui n'est pas raisonnable. Alors qu'on a les moyens et ça coûterait probablement moins cher en plus. Donc il faut restructurer. Et en plus, le problème du transport néonatal. Je terminerai par la dernière diapositive, je ne serai pas plus long. Non, on peut passer, donc ça c'est le document hein, que je vous ai juste avant, on peut vous montrer quoi, c'est le document que je vous ai transmis, que vous pourrez voir que vous avez. Hein. Exactement. Voilà. Hein. Voilà. Hein, donc, c'est plus pour vous, là on ne va pas le commenter, on n'a pas le temps en 5 minutes. Et pour finaliser, si vous voulez, je voudrais insister sur quelque chose qui est assez choquant. C'est-à-dire, lorsque le ministre Braun avait été interrogé à l'Assemblée sur l'augmentation de la mortalité infantile, la réponse avait été dit, mais on a les 1000 jours. Alors la campagne des 1000 jours, on est tout à fait pour, et je pense que Damien pourra en parler parce que son établissement est très très avancé sur ça, mais en aucun cas la campagne des 1000 jours est quelque chose qui modifiera la santé périnatale. Dans aucun pays, ce n'est pas du tout l'objectif. Les 1000 jours, c'est des actions pendant les 1000 jours, c'est-à-dire la grossesse et les 2 premières années de vie, pour améliorer l'état de santé ultérieur de l'enfant. Mais en aucun cas, ça ne modifiera la mortalité. Donc que SPF reprenne la campagne des 1000 jours pour vous dire c'est ça qui va améliorer la santé périnatale, il faudrait nous dire sur quel argument. Il n'y a aucun argument pour le dire. Ce n'est absolument pas l'objectif des 1000 jours. Par contre, il faut une politique périnatale assurant la sécurité. Pour vous donner un ordre d'idée, on a 50 maternités qui sont hors la loi, mais qui sont accréditées. Hors la loi parce qu'elles n'ont par exemple pas de pédiatre, ni en jour, ni de nuit. Or, les décrets de 98 vous disent qu'un pédiatre doit pouvoir agir. Donc là, après on s'étonne qu'on n'a pas de bons résultats. En fait, il n'y a pas de pilote dans l'avion. La DGOS n'a plus mis, si vous voulez, on n'a pas de référent en périnate à la DGOS depuis une dizaine d'années. La Commission nationale de la naissance ne se réunit plus depuis 10 ans. Donc effectivement, on a laissé traîner les choses. Et ben voilà, et les résultats s'aggravent et ça se confirme, si vous voulez, année après année, puisque je vous rappelle, au début c'est 2010-2015, mais maintenant c'est 2012-2022. Les chiffres continuent à s'aggraver. Je ne serai pas plus long et on est prêt à répondre à vos questions. Oui. Vous remercier déjà toutes et tous d'être présents. Nous, on est très contents de vous rencontrer. On a rencontré hier les représentants, les syndicats, les représentants de vos professions, pour l'instant sauf les sages-femmes. Mais voilà, en gros, on entend déjà à peu près les mêmes choses qui est sur le diagnostic rassurant. Enfin, en tout cas, pas le diagnostic de ce que l'on cherche à éclaircir aujourd'hui, mais en tout cas sur le regard que vous posez sur le sujet. J'ai ça va peut-être répondre ou accentuer ce que vous aviez dit. Moi, je voulais que vous évoquiez en quelques mots les décrets, ces fameux décrets de 98, dont je pense que c'est un peu sur ce sujet-là, quand vous parlez d'organisation de non-pilotes dans l'avion. Est-ce que vous pouvez préciser peut-être l'évolution qu'on pourrait attendre ou ce que vous proposez éventuellement en termes d'amélioration? On a beaucoup entendu d'équipes, de charges en soins, enfin de concepts un peu différents de ce que l'on entend aujourd'hui. Voilà, si je pouvais... donc si vous voulez, je pense que vous savez qu'il y a eu plusieurs groupes sur la réforme des autorisations menée par la DGOS, et par exemple dans les soins critiques adultes et pédiatriques, ça a donné lieu à des décrets en avril 2022.
pour les soins critiques néonataux, tout s'est arrêté parce qu'on était dans le wagon de la périnate, ce qui est tout à fait logique. Mais comme on était en pleine situation des gilets jaunes, on sortait de la situation, on voyait très bien que le politique au sens large, et on peut le comprendre, moi ça ne me gêne pas que des petites maternités persistent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on le paye à 1 pour 1000. C'est-à-dire que globalement, dans le bas risque, même si vous sélectionnez au mieux, tous les 1000, c'est pour vous donner un ordre d'idée, vous avez un pépin non prévu, et là, s'il n'y a personne, le temps qu'on arrive, c'est trop tard. Et donc, il y a ce prix. Après, il y a un choix politique, vraiment au sens noble du terme, qui vous appartient et pas à nous. Nous, on doit vous dire, voilà le risque que vous prenez. Simplement, la population, elle ne le sait pas. Et dans ces maternités non sécures, en fait, aucun de nos enfants ou petits-enfants n'iront accoucher là. Les gens informés n'iront pas. C'est ça qui est très injuste. Si vous voulez. Et je pense, moi c'est une position, mais peut-être qu'on ne sera pas tous d'accord autour de la table, c'est qu'il faut restructurer très fortement. Mettre en sécurité et la population et les enfants. Et la population. Juste peut-être une dernière, je comprends pas, enfin je vais essayer de vous pousser un peu, je comprends pas, enfin je comprends, mais je voudrais que vous précisiez, quand vous dites les petites maths ou les maths insécures, est-ce que vous parlez du nombre d'accouchements ou est-ce que vous parlez de l'équipe, de cette fameuse équipe de sécurité qui souvent est liée, je le reconnais, mais je préfère qu'on précise, si c'est possible, les choses. À la limite, une maths où il n'y a pas 2000 bébés par an, est-ce que s'il y a une équipe ou 1000, est-ce qu'il y a les équipes qui vont bien, vous considérez, même si le nombre d'accouchements n'atteint pas ce fameux seuil, est-ce que vous considérez qu'elle est sécure? Ça dépend des équipes. Oui. Non, mais c'est... Oui, non, mais les intérims, tout ça, j'ai compris. On va peut-être enlever... Non, de quoi? Je parle pas de... J'ai compris que les intérims, si on constitue une équipe stable, après... Oui. Le problème, c'est que si vous voulez, je vais vous prendre un exemple très clair lors de nos discussions, parce qu'on discute beaucoup de ce sujet. C'est mon collègue PUPH de Nancy. Il nous racontait, un jeune PH ou jeune chef de clinique, on leur demande d'assurer donc les gardes dans les autres petites maternités autour du CHU. Il va faire une garde, il ne connaît pas l'anesthésiste qui est manifestement un mercenaire, hémorragie de la délivrance. Ce jeune anesthésiste, il était sur Internet pour voir comment on traite les hémorragies. Ce jeune praticien, il rentre à Nancy, il dit « Moi, j'arrête l'obstétrique si vous m'obligez à faire ça ». Ça résume très, très clairement les choses. C'est-à-dire que vous avez plein de maternités, plutôt des petites, mais pas que, qui n'ont plus le nombre de praticiens nécessaires pour avoir une équipe stable. Bon, merci. Si vous voulez, on va continuer le tour de table. On va peut-être écouter le Collège des sages-femmes et on continuera les questions tout à l'heure. Alors, j'ai envoyé un diapo, mais assez tardivement. Est-ce que vous la... Non, j'avais envoyé à Madame Maillot, mais je ne sais pas si elle vous l'a... D'accord. Est-ce que je peux vous le transférer, puis peut-être faire la présentation du Collège des gynécos? Oui. Ok, très bien. Comme ça... À ce moment-là, le temps que vous caliez la technique, j'allais dire, on va peut-être écouter la médecine périnatale. Ouais. Bon, si alors, je peux me permettre... vous n'avez pas rien à projeter? Non, c'était juste une remarque complémentaire par rapport au décret, puisque à la Société française de néonatologie, on porte énormément le problème de l'offre de soins critiques qui est devenue complètement inadaptée en termes de capacitaire.
en taille et en termes de répartition, et puis aussi en termes du problème de l'organisation des soins critiques au sein des services, avec un sous-effectif et des taux d'occupation beaucoup trop élevés. Et je pense que c'est très important qu'on puisse en parler avec vous aussi. Merci. Et pour compléter ce que dit Elsa, pour vous donner un ordre d'idée, on l'a su parce qu'il y a un groupe de travail sur la réforme du financement des soins critiques. Une journée de soins critiques adultes, c'est à peu près 2100 €. Une journée de soins critiques pédiatriques, c'est à peu près du même ordre, 2000 €. Pour le nouveau-né, c'est 1300 €. On n'est que 60 services. Donc en fait, on est très décalé parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas vraiment ce qu'on fait. Et nos collègues de médecine adulte, la pédiatrie et la néonate, c'est pareil, alors que c'est deux métiers radicalement différents. Pour les soins critiques néonataux, on a des modèles très clairs, le Québec, la Suède. Et en fait, nous, on ne dépense pas des médicaments, c'est surtout du care. Donc c'est en fait des puéricultrices. Et c'est du 4 mains. Vous voyez, un petit bébé qui fait 400-500 grammes, ce qu'il faut, c'est pas l'abîmer. Et pour pas l'abîmer, il faut qu'il y ait quelqu'un autour de lui qui fasse du care. Hein, je pense c'est ce qu'on nous a dit à Debré, voilà. oui. Et vous l'avez vu de vos... Oui, voilà. Oui. Voilà. Donc, faudrait, si vous pouviez nous aider à faire comprendre qu'en fait, on ne mettra pas en péril les finances de la sécurité sociale, mais on pourrait vraiment améliorer. Et je pense que la France mérite mieux que ce qu'on... Alors, pendant qu'on répare la technique, là, moi, j'avais une question à vous poser, parce que vous parliez d'équipe de 21 personnes, hein, pour arriver à faire le tour avec les gardes. Comment on fait quand on a une pénurie de soignants? Mais surtout, oui, on va en dire, mais voilà, si vous voulez, actuellement, le problème, c'est qu'actuellement, on les met dans une situation qui fait qu'ils ne sont pas du tout attirés par ce type d'activité parce qu'on ne respecte pas leurs souhaits, si vous voulez. Parce qu'en nombre, je ne suis pas si sûr. Vous voyez, pour la pédiatrie, mais je pense que mes collègues d'obstétrique diront pareil, c'est un merveilleux métier. Moi, je suis en fin de carrière, mais s'occuper du nouveau-né, c'est quelque chose de merveilleux. Donc, ça doit être attirant. Mais il faut que les conditions de travail soient raisonnables, donc soient sécures, dans des grandes équipes, et que les gens puissent respecter leur vie familiale, vous voyez. Donc, à mon avis, c'est tout à fait faisable. Mais il faut restructurer. Voilà. Bien. Donc c'est la médecine périnatale, voilà, alors qui est prête. Je vais parler au nom de la Société française de médecine périnatale. Donc je suis présidente, je suis professeure Delphine Tanchez, néonatologiste à Tours, et je suis accompagnée du professeur Damien Subtil, gynécologue obstétricien à Lille, qui est vice-président. Donc, diapositive suivante, donc, nous avons une société originale, puisque, comme vous l'avez dit au départ, nous réunissons l'ensemble des professionnels médicaux et paramédicaux, ainsi que des usagers impliqués dans l'accompagnement et la prise en charge clinique et psychosociale de la grossesse et de la naissance. Donc on est sur une prise en charge globale, ça je pense que c'est important, des parents, de l'enfant, c'est au cœur de notre préoccupation. Et donc on travaille en lien avec la Fédération des réseaux, vous allez peut-être auditionner, et plusieurs sociétés savantes, donc un certain nombre sont présentes ici, mais j'insiste aussi sur le fait qu'il y a le carreau qui n'est pas présent, qui représente les anesthésistes de l'obstétrique, qui ont un rôle important et avec qui on échange beaucoup, les associations de sages-femmes, les puéricultrices aussi, je les ai rajoutés dans la version que je n'ai pas pu mettre aujourd'hui, mais c'est aussi des acteurs importants de la périnatalité qui serait peut-être aussi intéressant d'auditionner, parce qu'elles travaillent dans les services, mais aussi dans les PMI, par exemple, qui sont des structures, je pense aussi, dont on pourrait parler. Voilà, et donc on a une implication forte des usagers, puisqu'ils siègent dans notre conseil d'administration, donc un représentant du CIAN et de SOS Préma. Et alors, vous l'avez dit aussi au début, on a travaillé avec des épidémiologistes qui siègent aussi, et notamment avec l'équipe Épopée, etc. Donc, on a un réseau assez dense. Diapositive suivante. Alors, nos objectifs, c'est de rassembler ces professionnels, de soutenir la recherche pour améliorer les prises en charge, diffuser des nouvelles connaissances. Donc, on a un congrès annuel et 2 ou 3 webinaires dans l'année. Collaborer, échanger avec les autres sociétés, représenter les professionnels de la périnatalité auprès des instances. Et c'est pour cette raison, je pense qu'on est là aujourd'hui. Et coordonner, animer des groupes de travail. Et en particulier, actuellement, il y a un groupe de travail sur la bientraitance en périnatalité, qui est un groupe qui est donc sous l'égide de la SFMP multiprofessionnel, qui va donner après des recommandations. Et il y a une table ronde prévue dans notre prochain congrès de Nancy, en octobre, sur la bientraitance en périnatalité. Diapositive suivante.
Alors, bon, tout le monde a fait le constat de la dégradation de la santé périnatale. Donc, de notre fait, nous pensons qu'il s'agit d'une inadéquation entre les exigences du système de soins tel qu'il est organisé actuellement, des professionnels de la périnatalité, des usagers, parce que chacun a des priorités différentes accordées à la sécurité, l'efficience et l'accessibilité aux soins. Diapositive suivante. Alors, on a alerté déjà il y a un an exactement, en mars 2023, une tribune qui avait été initiée par la SFMP et coécrite avec la SFN et le CARO, signée par plusieurs sociétés savantes et SOS Préma, où on alertait déjà sur la situation du système de soins. Diapositive suivante. Donc les constats, c'est surtout un enjeu de territoire, parce que finalement, on vient de le dire, et j'ai aussi vu ce qui avait été dit. Au niveau de l'HAS, on n'a pas de vision globale. Alors d'une part sur la situation des ressources humaines dans les maternités, mais on voit même aussi comment relier les événements indésirables graves à qui. Enfin, on a quand même un manque d'informations qui est extrêmement important. Et du fait de cette pénurie, eh bien, il va y avoir une inégalité territoriale qui va se creuser avec des déserts périnatales. Et en particulier, je pense que ça va être surtout les territoires ruraux qui vont être touchés. Donc il faut définir une stratégie nationale d'aménagement du territoire en matière d'offres de soins pour que chacun ait accès aux plus hauts standards de soins, comme on pourrait l'espérer pour nos concitoyens. Alors, donc nos propositions, c'est que nous pensons effectivement que le regroupement des plateaux d'accouchement sont inévitables. Donc en fait, est inévitable, on vient de l'aborder, il y a le problème de la démographie médicale, mais ça vous le savez. Les aspirations des plus jeunes, en effet, on est quand même confronté à une évolution sociétale, on le voit bien dans nos équipes, où la charge en garde que nous, on a pu accepter antérieurement et en week-end n'est plus acceptable. Donc ils veulent adapter, avoir un équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Et ça, on ne peut pas aller contre. Ça, c'est clair. Et puis donc, tout ça aussi pour éviter des fermetures temporaires et intempestives, comme on peut le vivre. Une maternité, je vois, moi, à côté de Tours, il y a Vendôme, 1 mois par-ci, 2 mois par-là. Pour les parturientes, c'est juste, les dames qui sont suivies, c'est juste pas possible. Et donc, derrière tout ça, effectivement, comme on vient de l'évoquer, le problème de l'intérim, mais qui, je pense, ne favorise pas la sécurité. Déjà parce qu'en effet, le travail en équipe est extrêmement important. L'effet domino, comme Monsieur Rosé vient de l'expliquer, où on va envoyer les jeunes des centres qui sont plus fournis pour aller épauler les centres qui sont en difficulté, puis ça va les décourager. Et donc, de notre point de vue, il ne faut pas raisonner en nombre d'accouchements. La SFMP ne valide pas le seuil des 1000 naissances parce qu'il faut raisonner en temps d'accès, déjà, non en distance. Et effectivement, je rejoins votre remarque. Si vous avez des secteurs qui sont sécurisés parce qu'il y a une organisation, par exemple, à côté de Tours, il y a Chinon. Chinon, elle est adossée, en fait, c'est adossé au CHU de Tours. Donc, c'est l'équipe d'obstétrique qui va faire les gardes. Il n'y a pas de problème de sécurité. Maintenant, est-ce que pour autant ça doit perdurer? J'en sais rien. Mais je sais qu'il n'y a pas de problème de sécurité. Donc, déjà, c'est un autre... voilà. Et donc, il faut, comme on vient de le dire, des équipes en nombre suffisant. Vous avez bien compris, c'est, j'allais dire, minimum 7 ETP. Parce que si vous reprenez, encore une fois, ce que je souhaite les jeunes aujourd'hui, 4 x 7, 28, ça fait 28 gardes, donc ça fait 4 à 5 gardes par mois. Ça fait, voilà. Et puis, il y a aussi, par exemple, pour l'équipe pédiatrique, il peut y avoir plusieurs secteurs de garde. Nous, on a 2 listes de garde en pédiatrie à Tours, parce qu'il y a la maternité, il y a la réanimation, enfin, voilà. Donc, c'est minimum 21 pour que ça marche. Pour le trépied, hein, en fait, c'est un trépied indissociable, obstétrique, anesthésie, pédiatrie. Diapositive suivante. Une question, oui. Quand vous parlez de temps d'accès, oui. Quel est le maximum que vous jugez acceptable pour limiter les risques? Est-ce qu'il y a un maximum ou à partir du moment où l'équipe est opérationnelle, on n'a pas de maximum? On a par exemple l'expérience suédoise avec des distances bien plus importantes que les nôtres. Et finalement, on essaye d'avoir une maternité en Suède à 1 heure. Voilà. 1 heure, ça paraît raisonnable, parce que le travail moyen... C'est ce que vous donnez. Ouais. Mais juste pour un exemple bien français, toutes les îles de l'Atlantique, ça représente à peu près 20-25 000 personnes. Hein, donc comme une ville. Depuis 20 ans, il n'y a pas de maternité. Vous n'en avez jamais entendu parler. Donc en fait, il y a un problème d'éducation de la population à ça. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent sur le continent à l'approche de la grossesse.
Donc il y a toute une organisation. Vous voyez, donc comme il n'y a pas un nombre magique, il n'y a pas un chiffre précis, et simplement pour vous dire, l'adresse Jeanne Fresson a des données sur distance, et en fait ça augmente le nombre d'accouchements extra-hospitaliers, mais sans augmenter la morbidité. Les maternités suédoises, qui sont moitié moins nombreuses que nous, hein, si on est 450 maternités, si on était en Suède, on serait à peu près 150 maternités, avec des grands plateaux et beaucoup de personnes. Vous avez vu les statistiques les meilleures du monde, hein, avec les Finlandais. Et en réalité, il y a des patientes qui sont à 300 km, 200 km. Voilà. Tout est organisé pour que les patientes viennent avant. Alors c'est vrai qu'on a recours au déclenchement, hein, mais il y a des hôtels hospitaliers dans lesquels les papas, on a pu dormir d'ailleurs dans ces hôtels, hein, au milieu des couples qui sont là juste post-accouchement. Donc c'est vrai que c'est un modèle qui est très très tentant, avec, je dirais, une prise en charge humaine très forte, une préparation locale très très forte, à 300 km, il y a des sages-femmes qui font l'ensemble du suivi de la grossesse. On ne vient à l'hôpital que pour accoucher, on y reste quelques heures, et si tout va bien, on reste 2 jours ou 3 jours dans l'hôtel hospitalier, et puis on revient à 300 km. Donc c'est un modèle qui marche, et en Finlande, c'est la même chose. C'est exactement la proposition là, en réalité, que je vous fais, c'est-à-dire des maternités, on dirait, sans accouchement, parce qu'il faut, pour le suivi, pendant la grossesse, on ne va pas faire 300 km à chaque consultation, donc c'est d'avoir des maternités sans accouchement pour garder des services de proximité, ça je pense c'est très important, qui travailleraient en collaboration avec les plateaux d'accouchement. Pourquoi pas d'ailleurs aussi mutualiser les compétences, enfin on peut tout à fait envisager, pour préserver le suivi de proximité et puis le retour éventuellement aussi après la naissance, et surtout ce que dit mon collègue concernant la Suède, c'est un accompagnement individualisé, voilà, prendre soin des gens, même si on est sur cette organisation-là, ça n'est pas antinomique. Par contre, ça nécessite effectivement un maillage territorial des transports. Donc ça, je pense qu'il y a aussi du travail à faire sur le sujet. Et puis, développer des hôtels maternels, comme tu viens de l'évoquer. Alors, et peut-être, Delphine, pour aller, mais je crois que tu l'as dit, Damien, c'est le concept de maternité sans naissance. C'est ce que je viens de dire. Voilà. Oui, c'est ça. C'est pour ça. C'était écrit. Et voilà, oui, tout à fait. Et donc, il y en a une, tout à fait, on en a une dans le secteur. Donc, on voudrait aussi insister sur la considération de la santé mentale en périnatalité. C'est un sujet qui nous est cher, et vous avez tout à fait dit en introduction les 2 premières phrases que je viens d'écrire, donc vous le savez. Et donc, c'est aussi cette santé mentale identifiée comme d'une haute importance pour l'avenir des enfants. On le sait très bien, hein, la santé mentale de la maman est importante pour l'avenir de l'enfant. C'est aussi dans ce cadre-là qu'il y a eu les 1000 jours, mais je suis d'accord avec le professeur Rosé, pour pouvoir profiter des 1000 jours, il faut être vivant. Donc ça, clairement. Et puis, il y a l'entretien du 4e mois et l'entretien postnatal qui peine aussi à être mis en place. Il faut mettre en place des structures de soutien psychosocial pour tout ça, mais aussi, il faudra accompagner et aider les inquiétudes des usagers si on modifie le système. En fait, c'est toute la communication, l'accompagnement qui seront importants. Et puis mettre en place des mesures donc, pour la bientraitance des usagers et des professionnels, hein, puisque les professionnels maltraités ne sont pas bien traitants, et ça ne va pas. Et donc là, on attend un rapport de notre groupe de travail de la SFMP. Diapositive suivante. Alors voilà, justement, on parle de la santé mentale. Il y a un article dans Le Monde là, très récent qui dit que 5% des jeunes pères souffrent aussi de dépression finalement postpartum. 10 maintenant, voilà. Voilà, donc nous proposons de revenir à un cercle vertueux avec un processus de décision. Je crois qu'effectivement, enfin, c'est ce qu'a dit professeur Rosé, la mise en application et l'évaluation d'une réorganisation des soins périnatales dans la concertation, discussion, arbitrage. Et surtout, je pense qu'il faut que tout cela soit associé à un plan de formation des professionnels en périnatalité qui soit ambitieux, puisqu'on a quand même un manque de professionnels dans certaines filières, dont celle qui nous concerne aujourd'hui, mais sans démunir les autres filières. Évidemment, ça veut dire qu'il va falloir augmenter à un moment donné le numerus clausus. Enfin, voilà, ça, de façon subliminale, c'est ce que ça veut dire. Il faut un plan de communication vers les usagers. Et puis, évidemment, nous ne pouvons pas, en tant qu'universitaires, ne pas parler de la recherche. Et ce qui, pour moi, va avec, c'est les indicateurs de suivi, les registres de naissance, parce que tout ça donne lieu après à des analyses et de la recherche, pour mieux comprendre les raisons de la dégradation, et puis aussi comprendre certains mécanismes, comme par exemple les mécanismes de la prématurité, si on veut mieux prévenir, etc.
Voilà, je crois que c'est l'avant-dernière, et donc il faut rouvrir les discussions, mais vous en êtes l'exemple, voilà. Et on avait demandé, dans le cadre de notre tribune du Monde, l'ouverture de tenues d'assises de la périnatalité. Bon, je pense que c'est un point, en fait, ça veut dire derrière qu'en fait, il faut ouvrir les discussions, et les modalités peuvent être discutées. C'est peut-être aussi, il faut peut-être pas faire quelque chose de national, mais commencer par quelque chose de plus localisé sur les régions, et puis après, petit à petit, remonter. Mais voilà, il faut aller en région, il faut absolument que tout le monde puisse participer à la réflexion. Voilà, j'ai fini. Bien, merci. Oui, Véronique. J'aurais voulu, éventuellement, vous avez parlé beaucoup de l'interdisciplinaire, des 21 personnes, cette fois, voilà, 3 qui pourraient faire une équipe stable. Oui, voilà, j'ai bien compris. Ouais. Par contre, vous n'avez pas parlé de... Parce qu'on a eu d'autres... on a eu à peu près les mêmes chiffres. Voilà. Par contre, on a eu aussi un apport sur le fait de l'importance des paramédicaux dans cette même équipe, notamment en Ernest Réa, je crois, où on a eu beaucoup cette... Je connais moins le fonctionnement des plannings paramédicaux, mais évidemment, il faut un minimum de personnel paramédical en dehors des sages-femmes, évidemment, qui sont normalement, qui doivent être associés au nom d'accouchement, des obstétriciens, pédiatres, anesthésistes, mais il faut des infirmières effectivement en salle de naissance, il faut des auxiliaires de puériculture, et tout ça, à ma connaissance, c'est pas normé en fait. Parce que là, on dit il faut 7 personnes pour une liste de garde, mais je pense que c'est aussi un dogme sur lequel il va falloir réfléchir, parce que ça représente quand même un nombre de gardes non négligeable. Et en fait, je vais vous dire une chose, ce qui se passe là, en fait, on a des bombes à retardement dans nos services, parce que avec 7 équivalents temps plein, une permanence des soins, vous ne respectez pas les 48 heures par semaine. Donc il y a des comptes épargne-temps où vous avez des gens qui partent à la retraite quasiment 1 an avant d'avoir... Et donc pendant 1 an, vous ne pouvez pas recruter. Donc voilà. Donc cet équivalent temps plein, je pense que c'est pas forcément l'idéal, parce qu'il faut regarder, il y a aussi quelque chose là qui couve, c'est les comptes épargne-temps. Et quand là on va avoir une génération de gens qui vont partir à la retraite, ça va démunir encore plus les équipes, parce qu'on va vous dire, ah ben non, mais là on ne peut pas prendre quelqu'un puisqu'on continue à le payer. Très bien, merci. Comme on a parlé des sages-femmes, je vais vous laisser la parole. Ça fait une transition toute trouvée. Merci beaucoup. Merci en tout cas de prendre en compte ces problématiques de santé publique et d'initier en tout cas une mission d'information. Je suis ravie qu'au bout de 35 minutes d'audition, on ait enfin parlé des sages-femmes, qui sont en fait un acteur majeur médical de la santé périnatale. Donc pour le coup, on va revenir sur les constats qui sont partagés avec ce que vous avez pu dire, mais aussi avec nos collègues qui ont parlé juste avant, sur les difficultés à faire fonctionner les maternités, à la fois des effectifs médicaux en diminution, l'existence de l'intérim qui augmente notamment dans certains établissements. On voudrait insister aussi sur un des constats qui n'a pas forcément été dit ici, c'est la mauvaise rationalisation des soins. C'est-à-dire qu'en France, et heureusement d'une manière générale en tout cas, les grossesses sont bien un événement physiologique dans la vie d'une femme. Et heureusement qu'il y a la dérive, on va dire, vers la pathologie qui se fait rare, mais on a à peu près 70% des grossesses qui sont physiologiques en France. Et on a 54% des grossesses à bas risque qui sont suivies par des gynécologues obstétriciens. Ce qui peut poser, en tout cas, question sur vraiment cette rationalisation des soins et l'expertise médicale à bon escient, en tout cas mis à bon escient. Alors, il y a en tout cas une discussion aussi que j'aimerais ouvrir et qui sera peut-être intéressante dans votre rapport, c'est la notion de bas risque en France, qui actuellement n'est pas définie. On parle du modèle suédois, finlandais. Le bas risque est clairement défini. Qu'est-ce qu'une femme à bas risque? Et c'est à partir de ça, en fait, qu'on permet d'orienter la femme vers des soins qui lui sont adaptés. Voilà, ce qui n'est pas du tout ce qui n'est pas encore optimal, on va dire, en France. La demande des femmes évolue, je pense que ça c'est intéressant aussi à l'avoir en tête, c'est-à-dire qu'entre les 2 enquêtes périnatales 2016-2021, on sait qu'il y a 3 fois plus de femmes qui font des projets de naissance. Alors on reste encore sur un nombre assez faible, mais mine de rien, on sait que c'est en progression. Et donc on a une volonté aussi des femmes d'aller vers de la physiologie. La santé mentale, on en a parlé, les violences faites aux femmes, que ça soit en pré-natal ou que ça soit en post-natal, effectivement, la santé mentale est un facteur très important. La suicide est la première cause de maternité. Voilà, une femme sur 7 présente une dépression du postpartum.
Et donc, dans ce contexte-là, il est important d'avoir une prise en charge holistique avec vraiment le côté somatique, qui peut être associé au médical, le psychosocial et l'environnemental. C'est-à-dire, quel est l'environnement de la femme et du couple pour la grossesse et pour l'après. On est vraiment aussi dans une demande de médecine personnalisée, et je pense que ça, c'est important aussi à avoir en tête. Les retours de terrain, je vais revenir pour illustrer un petit peu, mais les demandes des femmes évoluent, donc évidemment plus de suivi personnalisé, que ça soit en salle de naissance, que ça soit en consultation prénatale, que ça soit en consultation postnatale aussi, en tout cas dans le suivi postnatal. Et ça, c'est important à entendre, puisque nous sommes là tous autour de la table aussi, et notamment pour répondre à ces demandes-là. Les dispositifs spécifiques régionaux en périnatalité, donc ce qu'on appelait les réseaux de périnatalité, qui sont perfectibles, notamment avec la difficulté de coordination dans les grandes régions, les transferts entre les établissements. On voit beaucoup de transferts de type 1 vers type 3, donc plutôt de la pathologie, entre guillemets, vers de la pathologie, mais pas forcément des transferts de physiologie, donc en type 3, vers des établissements peut-être plus adaptés de type 1. Mauvaise orientation des femmes au sein des établissements, donc ça revient aussi avec des aberrations sur parfois des sages-femmes qui suivent des femmes enceintes avec des pathologies et des gynécologues qui suivent des femmes qui n'ont aucune pathologie et qui ont une grossesse physiologique. Et puis l'impact des fermetures de maternité aussi, qui fait que ça engorge les grosses maternités avec des problèmes de lits, de place et donc de la suractivité des maternités de type 3 notamment. Diapo suivante. Donc on voulait vous faire plusieurs propositions, 2 slides pour différencier vraiment deux axes, à la fois propositions sur le parcours et sur l'organisation des soins. Et je pense que vous posiez la question des décrets de périnate de 98. C'est vrai que les décrets de périnate, on a beaucoup parlé des effectifs, mais ça organise aussi les parcours et l'organisation sur un territoire et donc l'offre de soins. Ce qu'on aimerait, et la demande en tout cas qu'on vous fait, c'est vraiment l'expertise des sages-femmes à valoriser avec cette vision holistique, le somatique, le psychique, l'environnemental, qui est pour nous le trépied indispensable au suivi d'une grossesse. On en parlait, le modèle suédois et finlandais, toutes les femmes voient une sage-femme qui va orienter en fonction de leurs antécédents médicaux, des besoins qu'elles ont, orientés à la fois vers des professionnels médicaux, mais aussi des professionnels du monde social et psychosocial d'une manière générale. Cette expertise des sages-femmes, elle répondrait à 70% des grossesses en France, qui est plutôt rassurant aussi, parce qu'on parle beaucoup de mortalité, mais je vous rassure, heureusement, la grossesse reste quand même, dans la grande majorité, un événement très heureux. Et puis, l'outil qu'on peut utiliser, qui est déjà en place, mais qui mériterait en tout cas d'être développé, c'est certainement l'outil sage-femme référente. C'est qu'actuellement, c'est un dispositif qui existe, que ça soit une sage-femme en PMI, en hospitalier ou en libéral. C'est que la patiente déclare une sage-femme référente auprès de la caisse d'assurance maladie, qui s'assure notamment du suivi en anténatal et du suivi postnatal. Mais on pourrait développer en disant que chaque femme qui est enceinte voit une sage-femme qui est référente de l'ensemble de son parcours de grossesse, même si elle n'assure pas le trépied indispensable, c'est-à-dire que si à un moment, au niveau somatique, il faut passer la main à un gynécologue, eh ben, c'est aucun souci, mais par contre, elle s'assure en fait du suivi global. Ça revient à ce que je viens de dire, chaque expertise professionnelle qui doit être utilisée à bon escient, donc l'expertise pathologie, l'expertise physiologie. On a comme outil les recommandations de la HAS sur l'orientation et suivi des femmes enceintes qu'on pourrait utiliser. Le suivi, en fait, est gradué. Suivi A, suivi A1, suivi A2, suivi B. C'est quelque chose peut-être qui est peut-être pas assez mis en place, en tout cas sur les territoires. Et puis je finirai par le postpartum, puisqu'on n'en a pas beaucoup parlé, qui est quand même le parent pauvre du suivi. Je crois qu'on avait des chiffres comme la femme, pendant sa grossesse, va avoir 17 points de contact pour elle, pour sa grossesse, et en postpartum. Alors depuis peu, on a l'entretien postnatal qui s'est mis en place et les séances postnatales, mais pour elle, on avait des visites à domicile de sage-femme qui se résument en général à 1 ou 2 visites, et la consultation postnatale à 6 semaines après son accouchement. On a l'entretien postnatal qui s'est intégré dans ce parcours, qui a aux alentours de 4-8 semaines, plus un deuxième entretien si besoin.
Mais on est vraiment sur quelque chose qui est peu effectif, hein, il y a peu de suivi. Donc c'est renforcer le suivi, valoriser l'accompagnement, parce qu'en fait, on ne pourra pas l'acter en termes d'actes, c'est vraiment de l'accompagnement qu'on doit avoir. Et ça, c'est difficile parfois de le valoriser, à la fois le valoriser dans les besoins, en tout cas, et dans le parcours de soins d'une manière générale, mais aussi valoriser aussi d'un point de vue financier pour tous les professionnels qui vont assurer ce suivi. Et puis, je pense que sur le postpartum, il faut aussi mobiliser d'autres professionnels que sont les puéricultrices, les auxiliaires de puériculture, qui sont des personnes, en tout cas, enfin des professionnels de santé, qui doivent avoir leur place dans ce suivi postpartum. Et puis pour finir, sur l'organisation territoriale, alors pour faire très simple, là aussi c'est une vision un peu simpliste, mais je voulais, on notera, on vous enverra bien évidemment les réponses aux questionnaires qui seront beaucoup plus explicites. Les 3 acteurs qu'il faut coordonner, les établissements de santé, le libéral, la ville d'une manière générale et la PMI. Donc il y a une place des dispositifs spécifiques régionaux en périnatalité qui est hyper importante sur la coordination. Donc aux dernières nouvelles, en tout cas, ils n'étaient pas prévus dans les auditions, mais je pense que ça serait intéressant en tout cas d'avoir leur avis. On parle aussi de la répartition sur le territoire des sages-femmes libérales, une des professions médicales les mieux organisées en tout cas et les mieux réparties sur le territoire. Par contre, on a un défaut de zonage qui est vu passer régulièrement en tout cas pour répondre aux besoins de santé publique. Sur l'organisation territoriale, certainement qu'il faut avoir un cadre national, mais attention de bien prendre en compte les spécificités d'un territoire, que ça soit sur l'harmonisation des pratiques et que ça soit bien évidemment en fonction des besoins de santé publique d'un territoire. Et puis concernant la fermeture de maternité, parce que je sais que le débat est assez orienté là-dessus, est-ce que c'est la solution? Depuis 20 ans, en tout cas, on voit qu'il y a la fermeture de maternité. On voit que les indicateurs, en tout cas, de santé publique ne s'améliorent pas. Certainement qu'il y a des endroits où les maternités doivent fermer pour des raisons X ou Y. Un outil, en tout cas, qui peut être important, c'est les centres de périnataux de proximité qui peuvent assurer justement des soins de proximité. Ces centres pourraient, par exemple, être gérés complètement par des sages-femmes et prévoir notamment tout l'accompagnement prénatal, avoir parfois aussi des professionnels spécialistes qui peuvent assurer des vacations pour assurer aussi un suivi de proximité. En tout cas, ça sera avec plaisir qu'on répondra à vos questions. Et puis, dernier point qui a été abordé par la SFMP sur la recherche en périnatalité, je pense qu'il est important aussi d'investir dans la recherche en maïeutique qui prend en compte justement cette vision holistique que je vous ai exposée. Merci. Très bien, merci. J'ai oublié de vous préciser que notre réunion est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et qui sera consultable en vidéo à la demande. On va donner la parole maintenant au collège gynécologue et obstétricien, puisque vous avez attendu, je pense, un peu plus de 35 minutes. Aucun problème. J'aurais préféré avoir l'info sur le direct après, mais c'est pas grave. Donc, merci beaucoup de nous permettre de nous exprimer. Alors, je pense que donc ça c'est, je ne sais pas si vous voulez mettre en, bon, c'est pas grave, en diaporama, c'est pas grave, voilà. Donc, je pense que ça résume déjà pas mal de cette diapo ce qu'ont dit mes collègues. Donc, en fait, on va parler de femmes enceintes et les 1000 jours commencent avant la naissance et de leur enfant. Et en fait, mon message principal, ça serait si vous changez des politiques de périnatalité, n'oubliez pas que tout le monde est impacté. Et que quand vous prenez une décision pour les sages-femmes, vous impactez les gynécos, les pédiatres, les anesthésistes, les médecins généralistes dont on n'a pas du tout parlé et qui sont sur certains territoires des acteurs principaux parce qu'il n'y a pas de sages-femmes et il n'y a pas d'obstétriciens. Donc vraiment, retenez que quand vous prenez une décision en périnatalité, il faut mettre tout le monde dans la boucle. Je crois que c'est vraiment très important. Je veux bien la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, la situation actuelle, on a déjà parlé beaucoup, donc je vais passer rapidement sur plein de choses, mais l'enquête nationale périnatale est extrêmement précieuse et comme vous l'avez dit, madame, en introduction, aujourd'hui, les patientes sont plus âgées, avec un indice de masse corporelle plus important et malheureusement, ça ne va pas s'arranger. Donc, je suis complètement d'accord avec mes collègues que quand les patientes ont une grossesse physiologique, elles peuvent être suivies par des sages-femmes, mais tout ce qu'on va décider aujourd'hui, quand on voit qu'aujourd'hui on travaille avec les décrets de 98, il faut quand même réfléchir à ce qui va se passer dans 10 ans. Et dans 10 ans, les femmes vont être plus âgées, plus grosses, probablement plus précaires,
Et le plus âgé ne va pas s'arranger avec la préservation sociétale où aujourd'hui on donne le message, je ne suis pas contre, ce n'est pas le problème, on donne le message aux jeunes femmes qu'elles peuvent faire leur grossesse plus tard. Et tout ça, on va le payer. Le petit graphe à droite, c'est pour vous montrer que plus on est âgé, plus on est hospitalisé pendant sa grossesse et moins la grossesse est physiologique. Et tout ça, il faut l'intégrer dans les politiques de santé publique pour les 10 prochaines années. Le suicide est la deuxième cause. Quand on regarde sur le début de grossesse, sur le premier mois postpartum, à 1 an, c'est autre chose. La raison pour laquelle ça ressort aujourd'hui, c'est qu'avant, c'était jamais comptabilisé, chez nous en tout cas. Et la première cause, c'est les pathologies cardiovasculaires et les patientes qui sont porteuses de malformations, puisque grâce au progrès de la médecine, aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes qui sont porteurs de maladies rares ou de pathologies qui arrivent à être enceintes, et ça génère aussi de la morbidité. Donc, parfait pour le physiologique, pour les sages-femmes, ok, mais ne jetez pas les gynécologues avec l'eau du bain, parce qu'on risque d'avoir besoin d'eux dans les années qui viennent. Le paysage de la périnatalité a beaucoup changé. Il y a les réseaux de périnatalité, il y a les maisons de naissance, il y a les CPP, et donc tout ça, il faut l'intégrer. On va parler de permanence de soins et de la sociologie du travail, vous en avez déjà parlé, et de l'attente des femmes qui ont également évolué. Je viens la prochaine. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a un vrai problème de permanence de soins. Mes collègues l'ont dit. Vous avez le rapport qui est extrêmement bien fait par Loïc Santil et son équipe sur la pérennité des équipes et la continuité des soins en gynéco-obstétrique, qui parle également des anesthésistes et des pédiatres et des sages-femmes. Aujourd'hui, ce n'est pas possible de maintenir une offre de soins de sécurité en maternité en l'absence d'un gynéco-obstétricien. Et aujourd'hui, notre activité n'est pas reconnue comme une activité d'urgence. Et je vous incite à passer un peu de temps dans un service où il y a des urgences gynéco et des urgences obstétricales pour savoir qu'on est des services d'urgence. Et ça, c'est important aussi pour fidéliser le personnel. Le changement sociétaux, vous l'avez tous... Une petite question, qu'est-ce que ça veut dire que c'est non reconnu comme urgence? C'est-à-dire que les services d'urgence, le personnel bénéficie de plein d'avantages et les services de gynéco-obstétrique ne sont pas comptabilisés comme des services d'urgence. Et je vous conseille de venir voir dans les grosses maternités comment travaillent les sages-femmes, les infirmières et les gynécos de garde aux urgences. On a déjà parlé plein de fois du problème des jeunes qui ne veulent plus travailler, qui ne veulent travailler différemment. Voilà, je l'ai dit, c'est pas grave. Avec une charge de travail moins importante. Et ce qui est assez important, c'est que vous voyez le petit graphe en bas, c'est la proportion femmes-hommes. Alors c'est très très bien qu'il y ait plein de femmes qui veulent être gynéco-obstétriciens, mais malheureusement, elles arrêtent les gardes 12 ans après leur thèse, en moyenne. Et donc ça, il faut aussi en tenir compte pour l'avenir. Pardon ? Aussi, mais beaucoup plus les femmes. Parce que quand vous commencez à avoir 3 enfants, enfin bon, c'est pas simple de faire des gardes, surtout beaucoup dans les petites structures où il n'y a personne pour les faire. Donc c'est difficile de former dans les petites maternités, et donc c'est difficile de faire venir également des gens. Et puis on a aussi le problème de l'attractivité des carrières HU, parce que c'est valable pour toutes les spécialités. Plus personne ne veut être PUPH aujourd'hui, et je vous avoue que je suis pas loin de penser qu'ils ont raison certains de mes journées. Donc aujourd'hui, on est en 2024 et on travaille avec un décret qui a été fait en 1998. L'organisation des maternités diffère en nombre et en structuration. On a fait des usines à bébés de plus de 5000 naissances qui n'existaient pas en 1998. Le décret de périnat, c'était avant les réseaux de périnatalité, avant les maisons de naissance, avant les CPP, et donc rien de ce à quoi on fonctionne aujourd'hui est inscrit dans ces décrets. Le type de maternité est défini en fonction de la prise en charge néonatale, jamais de la prise en charge maternelle. Et ça, je vous ai dit, les patientes sont plus âgées. Bon, il faut absolument tenir compte. En termes de personnel, vous vous rendez compte que dans les décrets de périnat en 1998, on a le même quota de personnel que vous soyez dans une maternité de type 1 ou une maternité de type 3. D'accord ? C'est-à-dire que le fait qu'il y ait de la pathologie, qu'il y a le même nombre de sages-femmes, le même nombre d'obstétriciens, le même nombre de pédiatres, le même nombre d'anesthésistes, et pour gérer des patientes très malades, parce qu'on a des patients de plus en plus malades, et des patients de physio. Ça n'a aucun sens. Et ça, c'est dans ce foutu décret de 98 dont personne ne veut nous débarrasser. Il y a moins de sages-femmes. Il y a moins de sages-femmes dans les salles de naissance parce que le travail est dur, parce qu'elles ne sont pas encadrées, parce qu'elles sont laissées seules avec des patientes pathologiques et franchement, c'est très difficile. Et du coup, on a des sages-femmes de plus en plus jeunes. Et dans une matière comme la mienne, où il y a plus de 60 sages-femmes, on a 10 sages-femmes qui sortent de l'école chaque été. Donc c'est extrêmement difficile pour les obstétriciens parce qu'il faut qu'elles soient encadrées, c'est normal. Et leurs collègues courent partout, elles ne peuvent pas les encadrer. Donc tout ça, ça va pareil avec la permanence des soins. Et les attentes des femmes sont différentes, vous l'avez très bien dit.
Donc, je pense qu'il y a au sein de chaque... Alors moi, je suis incapable de vous dire s'il faut fermer les maternités et tout, ou pas. Ce qui, je pense, c'est qu'il y a une concertation avec tous les corps de métier sur tout le territoire et il y a des variations territoriales importantes en fonction du type de maternité. Je pense qu'avant tout, il faut que les équipes travaillent effectivement bien ensemble, vous l'avez dit, et il faut que les fermetures de maternité, qui malheureusement dans certains endroits on ne pourra pas faire autrement, ne soient pas subies, mais planifiées, anticipées. Il faut développer les centres périnatales de proximité, je suis complètement d'accord avec mes collègues sages-femmes, et tout ça c'est la responsabilité des ARS qui dans beaucoup d'endroits, d'après mes collègues, moi j'ai la chance de travailler en Ile-de-France, mais dans certaines régions, très clairement, il y a des décisions qui ont été prises de façon unilatérale, sans concertation avec les acteurs du terrain, et forcément, ça ne se passe pas bien. Alors, ça, c'est ce que je vous ai dit en introduction, hein, c'est-à-dire qu'il faut éviter les mesures nécessaires, sûrement, hein, mais sans coordination apparente entre les professionnels. Les sages-femmes référentes, pour être honnête, j'en ai parlé, je faisais partie de la commission 1000 jours, j'ai levé la main en disant il faut des sages-femmes référentes, et on a vu arriver le décret sans aucune concertation avec les gynéco-obstétriciens, ni avec les pédiatres, ni avec les anesthésistes. Tout d'un coup, on nous a mis des sages-femmes référentes. Comment voulez-vous que ça se passe bien? Donc là, il y a un tollé chez les généralistes et chez les gynécos qui ont l'impression qu'on leur prend leur boulot, alors que ce n'est pas vrai. Si vous l'avez très bien expliqué, les sages-femmes voient la physio, et si tout le monde travaille bien, si les sages-femmes ne gardent pas la pathologie aussi, ça se passera très bien. Le suivi des fausses couches, j'ai été auditionnée ici sur un texte sur les fausses couches. On a expliqué que ça n'avait aucun sens de nous obliger à faire des parcours fausses couches pour les patientes, qu'on n'avait pas de personnel pour le faire. Ben, c'est sorti là il y a 15 jours. Et l'idée est bonne, sauf qu'on ne nous écoute pas. Et moi, je trouve, franchement, on est les premiers acteurs du terrain et on nous impose des choses sans concertation. Les gynéco-obstétriciens et les sages-femmes ont vécu des périodes difficiles récemment, mais c'est parce qu'on nous a opposés. Et les gynécologues n'étaient pas autour de la table sur plein de décisions prises pour les sages-femmes qui les impactaient directement. Je trouve ça vraiment dommage. Voilà. Et donc, accessoirement, le glissement des tâches va nécessiter aussi, je pense, de la part du gouvernement, un suivi de la qualité des prescriptions, parce que quand on fait faire à des gens, et c'est valable dans les deux sens, des choses qu'ils ne connaissent pas bien, on augmente les examens complémentaires, on augmente les prescriptions, on augmente l'imagerie, et en ce moment, le nombre d'échographies par femme, je vous incite à regarder dans 5 ans ce que ça va donner, maintenant que toutes les jeunes sages-femmes sortent de l'école et s'installent pour faire de l'échographie. Donc, moi, je suis vraiment, le message important, c'est fédérer les corps de métier. Quand vous prenez des décisions, s'il vous plaît, mettez-nous tous dans la boucle. Et la commission de naissance ou autre chose, je pense, permettra de mettre tout le monde autour de la table. Alors, j'ai piqué le pilote dans l'avion à mon collègue, j'ai trouvé la photo, mais c'est vraiment ça. Et surtout, mettez-nous tous dans la boucle quand vous prenez des décisions, s'il vous plaît. Merci, je pense que vous vous êtes tous exprimés. Je vais laisser la parole à notre rapporteur avant de la donner à nos collègues. Moi j'ai déjà été assez bavarde. Oui, on entend, oui. J'ai posé les questions principales. Vous m'avez retiré de la bouche 2 questions, donc du coup c'est très bien. Je voulais revenir sur la pathologie maternelle dans la gradation des maternités. Donc voilà, vous l'avez dit, sauf s'il y avait des choses à préciser à ce niveau-là. Il faut des anesthésistes. Des anesthésistes. Ouais, on les a vus, ils sont là hier. Ouais. Et puis, je voulais revenir sur un sujet que nous avons vu hier, mais vous n'y étiez pas, du coup, sur le défaut, et vous l'avez dit aussi, le défaut d'attractivité des sages-femmes en salle de naissance. Il y a peut-être plus de sages-femmes qui, aujourd'hui, sortent de formation. Pour autant, on en a beaucoup qui s'installent effectivement en ville, visiblement, et qui font, comme peut-être les gynécos, de la gynéco-clinique, de l'échographie, de l'imagerie. Du suivi ou de l'imagerie. Et du coup, il y a effectivement lié, je pense, à la difficulté aux gardes, aux responsabilités, un peu une désertion, peut-être un désamour des salles d'accouchement. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, j'ai juste un problème de sémantique. À un moment donné, vous avez parlé de maternité sans accouchement et de centre de périnatalité. C'est pareil pour vous? Ok. De proximité, en fait, je pense que la terminologie, elle n'est pas anodine, parce que symboliquement, vous laissez le mot maternité. Oui, j'ai bien compris. Je pense que c'est le concept derrière. Voilà. Ok, merci. Et le zonage, question aussi assez technique. Vous disiez qu'il était revu de manière trop longue. Donc aujourd'hui, tous les combien de temps votre zonage est-il revu? L'attractivité de vos professions. Je commence sur l'attractivité. Alors, on entend beaucoup dire que les sages-femmes ne veulent plus faire de la salle de naissance ou ne veulent plus accoucher, faire des accouchements. C'est faux.
c'est-à-dire que les sages-femmes, elles s'orientent toujours vers l'accouchement, elles développent même des maisons de naissance, hein, donc elles sont toujours attirées par ce métier-là. Là, c'est plutôt un problème de qualité de vie au travail qui fait que oui, les conditions sont difficiles. Mais je précise en tout cas bien, c'est-à-dire que si on met des bonnes conditions pour exercer correctement notre travail en salle de naissance, pour le coup, vous allez avoir des sages-femmes qui vont revenir, et notamment un outil qui peut être bien, c'est l'exercice mixte, auquel nous n'avons pas forcément le droit, puisque là, quand on veut faire de l'exercice mixte, donc à la fois partagé entre l'hôpital et la ville, au bout de 3 ans, la sage-femme, notamment titulaire de fonction publique, doit choisir entre soit rester à l'hôpital, soit quitter définitivement l'hôpital. Mais il n'y a pas possibilité d'avoir cet exercice mixte pendant longtemps. Il y a eu effectivement le développement des compétences des sages-femmes, notamment en gynécologie, qui fait que, oui, il y a eu une augmentation d'installation, en tout cas en ville. Mais je vous rassure, en tout cas, les sages-femmes ne veulent pas déserter la salle de naissance. Mettons-leur des bonnes conditions. Et puis, je vais laisser la parole à ma collègue sage-femme hospitalière. Juste pour qu'on ne fasse pas dire ce que je n'ai pas voulu dire, on le dit pour les professionnels de santé, pour les médecins, les gynécos, les obstétriciens, enfin les anesthésias, ce sont des métiers durs. Ce que je voulais vous entendre, c'est qu'est-ce que l'on peut proposer effectivement pour redonner de l'attractivité. Ce n'était pas le fait de dire que les sages-femmes... Voilà, c'est quelles sont vos propositions pour redonner de l'attractivité justement sur ce pan d'activité. Ce n'était pas forcément pour vous, c'est ce qu'on peut entendre parfois d'autres collègues. Une petite question, qu'est-ce que c'est les bonnes conditions de travail, hein? Moi je suis sage-femme des hôpitaux au CHU de Nancy, donc je suis une jeune sage-femme de salle de naissance, ça me réjouit, depuis 25 ans. L'attractivité finalement, c'est effectivement des conditions de travail. Alors voilà, pour schématiser un petit peu par rapport à d'autres professions, il faut savoir que moi, en 25 ans d'exercice, j'ai passé en tout 3 Noël et Nouvel An avec mes enfants. Mais j'ai travaillé 22 Noël ou Nouvel An, puisque nos plannings sont les mêmes plannings que les paramédicaux, ce qui fait qu'on ne répond pas du tout à l'attractivité. C'est vraiment un problème, moi je dirais fondamentalement statutaire, à savoir que nous avons le droit, nous sages-femmes, à 2 jours et demi de formation par an, ce qui est complètement insuffisant pour une profession médicale. Techniquement, ça veut dire que si on veut faire un DIU ou un diplôme complémentaire, on pourra, avec de la chance, en faire 2 en tout et pour tout dans notre carrière hospitalière. Il faut savoir aussi que effectivement cet exercice mixte est très compliqué. À l'heure actuelle, comme il y a une pénurie de sages-femmes dans les établissements, quand on demande à réduire son temps de travail pour aller travailler en libéral, il faut que le directeur de l'établissement accepte qu'on réduise notre temps de travail et qu'il nous donne l'autorisation de créer ou de reprendre un cabinet libéral. Donc ça fait beaucoup de si. Concrètement, aujourd'hui, les demandes de disponibilité pour les sages-femmes sont refusées et on voit de plus en plus de démissions de la fonction publique hospitalière de la part des sages-femmes qui ne veulent plus travailler dans ces conditions-là. Alors j'entendais tout à l'heure, alors il y a une grande différence de toute façon entre la manière de travailler à Paris et dans les autres villes, hein, c'est-à-dire que dans la plupart des établissements et des maternités, il n'y a pas d'infirmières en salle de naissance, ce ne sont que des sages-femmes. L'organisation locale fait que généralement on est quand même assez vigilant et qu'on fait en sorte de ne pas avoir une équipe constituée uniquement de jeunes sages-femmes néo-diplômées, parce qu'on sait bien qu'effectivement les conditions de travail sont difficiles. Après, encore une fois, je dirais au bout de 25 ans, moi je vis encore des moments particulièrement difficiles et ça, je pense que ça ne changera jamais, puisque c'est le propre de notre métier. Je dirais qu'on a pris conscience quand même qu'au niveau de la formation, il y avait un problème. C'est pour ça qu'on a pris le problème à bras-le-corps et qu'on a demandé la réorganisation de nos études en 6 ans. Je rappelle quand même que notre formation, elle est une formation uniquement en compagnonnage, c'est-à-dire que vous ne verrez jamais une étudiante sage-femme faire un accouchement seule. Il y aura toujours une sage-femme avec elle. Ce n'est pas forcément comme ça que ça se passe dans les établissements dans lesquels j'ai travaillé. Alors oui, j'ai un parcours un peu atypique. L'endroit où je travaille aujourd'hui, c'est la 13e maternité dans laquelle je travaille depuis mon diplôme. Donc je n'ai pas vu toute la France et tous les établissements, mais j'ai pu faire du privé, du public, du type 1, 2, 3.
Donc des organisations de soins qui sont complètement différentes, mais en tout cas pour travailler beaucoup avec des internes qui se sentent, eux, vraiment jetés, entre guillemets, sur le terrain parce que le manque d'effectifs fait qu'on a moins de temps aussi pour former nos pairs. C'est important, ça, au niveau de l'attractivité de la profession, puisqu'on voit bien que les étudiants en maïeutique qu'on arrive à accompagner correctement durant leurs études sont plus enclins à venir travailler à l'hôpital avec nous par la suite. Lorsqu'ils sont catapultés en deuxième année, c'est le cas chez nous, là, ce mois-ci, quand ils sont catapultés en deuxième année et qu'ils arrivent sur une garde particulièrement difficile, garde difficile durant laquelle on va avoir des enfants prématurés, des potentiels morts in utero, des interruptions médicales de grossesse, et qu'on n'a pas le temps de débriefer avec eux, c'est vrai que ça participe aussi à leur souhait de faire autre chose. Dans nos compétences, alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais je rappelle quand même qu'en France, on a les compétences au niveau maïeutique les plus larges qui existent, avec ce suivi gynécologique, les interruptions volontaires de grossesse. Je rappelle aussi quand même que les sages-femmes sont les vigies, entre guillemets, des maternités, et que personnellement, je le dis souvent à mes amis médecins, qu'ils soient anesthésistes, obstétriciens ou pédiatres, pour moi, une bonne garde, c'est une garde durant laquelle je ne les vois pas. Parce que ça veut dire, alors je fais quasiment que des nuits, mais ça veut dire qu'ils peuvent se reposer la nuit. Malheureusement, quand on a des gardes qui sont telles que personne n'arrive à se poser, enfin aucun d'entre eux n'arrive à se poser, on sent bien que c'est compliqué, que la prise de décision est plus difficile. Donc voilà, je dirais que nous, on est assez attachés aux gardes de 12 heures qui nous permettent de courir d'un côté à l'autre durant 12 heures consécutives. C'est effectivement beaucoup plus difficile à vivre quand on vieillit, enfin, en tout cas c'est mon constat, mais c'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose d'inéluctable. Voilà, je connais beaucoup de sages-femmes qui ont fait le choix, quand on les a mises devant le fait accompli en leur disant vous choisissez aujourd'hui soit l'hôpital, soit le libéral, qui sont partis en libéral, mais qui seraient prêtes à venir retravailler dans les établissements. On le voit beaucoup l'été, il y a beaucoup de régions dans lesquelles il y a des grandes difficultés et des services qui sont susceptibles de fermer un certain nombre de lits et qui sont aidés par les sages-femmes libérales. Généralement, elles n'ont pas particulièrement envie de retourner en salle de naissance parce que les pratiques évoluent aussi et qu'on a l'impression, quand on n'a pas fait quelque chose depuis longtemps, qu'on ne sait plus le faire, mais en tout cas, elles viennent et elles nous aident énormément au niveau des services de suite de naissance, voire même de grossesse pathologique. Voilà. Très bien, merci. Je vais laisser la parole à mes collègues. Donc Anne-Sophie Romani et après Florence Lassarade. Merci, Présidente. Je voulais déjà tous vous remercier de venir témoigner devant nous aujourd'hui dans cette audition pour nous permettre de mieux comprendre vos enjeux, vos problématiques. Merci beaucoup, Mesdames, pour vos propositions, parce que c'est toujours agréable d'avoir des propositions plutôt que de faire juste le constat de ce qui ne va pas, nous aider à avoir des pistes de réflexion pour faire évoluer les choses. C'est très appréciable, donc je vous remercie pour ça. Moi, je voulais vous poser une question sur la prise en charge des dépressions périnatales. Et on en a parlé tout à l'heure. Je voulais savoir si vous aviez des idées de mise en œuvre pour améliorer la détection et le soin des dépressions périnatales. Et je voulais aussi savoir si vous aviez des appuis dans les territoires, les PMI, les DRET, enfin je ne sais pas, mais voilà, j'ouvre la question sur ce sujet. Allez-y, Anne. Bonjour, merci pour cette question, parce que vous l'avez compris, la santé mentale maternelle est vraiment au cœur de tous nos enjeux. Moi, je vais juste vous apporter quelques éléments chiffrés, puisque aujourd'hui, on se dit une femme sur 7 développe une dépression du postpartum, et dans certains cas, ça va amener au suicide. Et en fait, on se rend compte dans les dernières études qu'on a réalisées, puisque moi, je viens de l'équipe Épopée, donc que vous entendrez, je crois, d'ici une semaine ou 10 jours. Je suis épidémiologiste et sage-femme, et donc on a beaucoup de travaux sur ce sujet-là, et on est en train de se rendre compte que le premier facteur de risque, c'est d'avoir développé une dépression pendant la grossesse ou même avant la grossesse. Donc c'est rarement, on a tendance à croire qu'il y a un événement flagrant comme ça, qu'il y a une déflagration dans la vie des femmes. En fait, c'est pas tout à fait ce que nous montrent les chiffres. Ça veut bien dire que
on peut agir en fait en amont. Alors agir avant que les femmes nous rencontrent, nous professionnels de la périnatalité, ça devient une question de société. Mais en tout cas pendant la période périnatale, il faudrait que ça devienne au cœur de nos consultations. Et on va revenir sur quelque chose qu'a dit une gynécologiste ce matin à la radio sur France Info. Elle dit nous, on a besoin de temps en fait, dans nos consultations. Et avant, on checkait les patientes sur leurs antécédents médicaux. Maintenant, on va beaucoup plus loin. On interroge leur environnement, les violences qu'elles peuvent subir. Et on sait qu'il y en a beaucoup, parce que maintenant, on commence à soulever ce qui se passe en dessous du tapis. Et il faut maintenant aborder la santé mentale. Et en fait, plus on va poser la question, plus on va se rendre compte qu'il faut agir. Maintenant, on n'a pas d'outils de détection de ça pendant la grossesse. Donc, les outils qu'on a pour le postpartum ne sont pas tout à fait adaptés à la grossesse. Donc là, il y a tout un travail de recherche énorme à faire sur le sujet. On a quand même déjà l'impression que poser la question de est-ce que ça va, ça peut déjà être une bonne porte d'entrée, mais faut-il encore avoir le temps de réceptionner la parole des femmes? Ça, c'est encore autre chose. Et après, le temps de leur proposer des solutions sur quels professionnels s'appuyer. Si vous écoutez les psychiatres ou les psychologues de la périnatalité, là, vous allez encore ouvrir une autre boîte de Pandore où il y a très peu de professionnels qui ne sont pas très bien coordonnés. Donc, je n'ai pas beaucoup de solutions à part dire que là, tout est à faire, quoi. Le champ est immense. Et voilà. Donc, peut-être donner la parole à ma collègue. Très bien, oui. Pardon. M. Rosé avait demandé la parole avant, je crois. Je vous en prie. Non, juste pour vous dire que dans le rapport des 1000 jours, il y a tout un chapitre sur les solutions possibles pour améliorer la prise en charge psychique des femmes enceintes, parce que c'était un des sujets qu'on a voulu développer. On avait beaucoup assisté auprès d'Adrien Taquet sur le fait que déjà, si on faisait des campagnes de sensibilisation pour les femmes, on améliorerait beaucoup les choses. Et il y a plein de petites choses qui peuvent être faites. Il y a des études en ce moment qui évaluent les différentes échelles pendant la grossesse et après. Il y a beaucoup de choses en cours, donc on a les moyens de faire beaucoup mieux et bien sûr coordonner. Il y a un point aussi qui est très important et je crois que c'est en train de changer, c'est la coordination entre les psychiatres et les pédopsychiatres. Il faudrait qu'ils se mettent d'accord sur qui fait quoi, comment, mais ils sont en train déjà, de par la réforme du DES de psychiatrie, d'améliorer un peu les choses. Mais il y a plein de choses qui peuvent être faites, en particulier les campagnes de sensibilisation. Très bien. Professeur Rosé et puis professeur Subtil. Et après, je donnerai la parole à mes 3 collègues. Vous poserez toutes vos questions, comme ça il y aura une réponse globale. Non, ce que je vais me permettre, c'est recentrer aussi sur le nouveau-né, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Il faut voir que la situation de la France actuellement, par rapport à la Suède ou la Finlande, c'est 1000 décès chaque année supplémentaires, indus. C'est-à-dire que des pays du Nord n'ont pas ces décès. C'est-à-dire c'est quasiment 2 Airbus chaque année de nouveau-nés qui meurent. Donc c'est 1000 drames familiaux. Et quand on parle des morts, on ne parle pas de la morbidité associée. C'est-à-dire ceux qui, quand vous avez un mort, c'est comme dans les attentats, vous avez un mort, mais vous avez aussi ceux qui s'en sortent avec une morbidité. Donc je pense qu'il y a la dégradation vraiment très pratico-pratique, c'est remettre de la sécurité autour de l'accouchement. Ça, je pense que vraiment, ça doit être partagé et je pense qu'il faut vraiment mettre un pilote dans l'avion pour résoudre ça. On ne peut pas continuer à voir se dégrader cette situation. Professeur Subtil. Oui, je voudrais dire qu'il ne faudrait surtout pas qu'on ait l'impression qu'on oppose sécurité physique et sécurité psychique. On a besoin des deux. On sait très bien que la sécurité physique, elle est importante. Il faut voir d'où on vient, la mortalité maternelle, il y a 100 ans, enfin voilà, on sait très bien. Voilà. Et la sécurité psychique, c'est vrai qu'on a encore des efforts à faire. Les sages-femmes l'ont dit, tu l'as dit, tout le monde l'a dit, et les suicides, voilà. Mais ça serait... L'arbre cacherait la forêt si on disait, allez, on y va sur la sécurité psychique, les 1000 jours. Chez nous, les 1000 jours, c'est... Non, il faut d'abord la sécurité physique. Il ne faut pas mourir, ni la maman, ni les 1000 bébés. Nous, on a perdu une femme la semaine dernière, oui, 33 ans, bon, voilà. Elle n'était pas au bon endroit. Voilà, elle est morte quasiment dans le camion du SAMU. Bon, franchement, tout le monde était désolé, il a fallu faire une cellule psychique et tout. Mais en fait, voilà, si elle avait été dans un grand centre, une usine à bébés, mais humaine, elle ne serait pas morte. Voilà. Donc, je dis ça parce que je suis
on est complètement d'accord sur l'urgence de la restructuration. Alors, ce qui est terrible, c'est que, comme tu l'as dit, il va falloir expliquer. Et les maires, aller rencontrer les maires. Évidemment, mais c'est normal, les maires, ils veulent leur maternité. Évidemment, enfin, partout, dans le Doubs, partout. Mais on peut plus. On peut plus. Quand on fait des calculs, c'est pas 7, hein, c'est 9-10 qu'il faut. Parce que congé maternité, voilà, nos 55 heures de travail, etc. C'est 10. 10 fois 3, ça fait 30. Là, il y a des gros trous dans la raquette qu'on ne voit pas. Mais nous, on a eu la fermeture de Tourcoing, comme ça, paf, du jour au lendemain, 1800. Bam, plus rien. Bon, finalement, c'était dans la métropole lilloise. Franchement, c'était un peu de chance. On a réussi à la remettre au bout de 6 mois. Mais demain, il y a peut-être des maternités de 3000 qui vont fermer comme ça. Flaf. Parce que ouais. Nous, on en a une chez nous. Franchement, je ne vais pas la nommer. Mais peut-être qu'elle va fermer comme ça du jour au lendemain. Et franchement, c'est à 40 km de Lille, on ne sait pas ce qui va se passer. Je vais passer la parole à Florence Lassarade, puis Céline Brulin et Patrice Joly. Ah bah, et puis tu termineras, oui. Ok, je ne t'ai pas vu. Merci, Présidente. Je vais essayer d'être rapide. Moi, je retrouve tout à fait ma famille, puisque j'étais pédiatre de maternité pendant 35 ans. D'abord dans la plus grande maternité de France, à Bordeaux, où j'ai été interne chef de clinique. Et ensuite dans une petite maternité, mais qui a fait jusqu'à 900 accouchements par an, où je restais toute seule pendant 20 ans, puis à 2 pendant 10 ans. J'ai adoré ce que j'ai fait. J'ai continué même pendant mes 3 premières années de Sénat à prendre les astreintes le week-end. Néanmoins, l'exercice dans cette maternité de taille qui est menacée forcément dépend vraiment de la quantité de praticiens. Donc finalement, regrouper dans des grands centres, Bordeaux pourrait absorber plus, mais enfin on est déjà à plus de 5000. Je veux bien, ça veut dire qu'il n'y aurait plus de maternité entre Bordeaux et Toulouse, quoi. En gros, si on extrapole un peu. Donc, ma question est la suivante. On a de plus en plus fermé le numerus clausus, réduit le nombre de praticiens. Si le nombre de praticiens était suffisant, est-ce qu'on pourrait continuer à avoir des maternités de 700-800 accouchements qui rendent quand même un service certain? Parce qu'accéder au CHU Bordeaux, ça veut dire 1h30 de route. Il y a la rocade donc il faut des hélicoptères, il faut des équipes supplémentaires pour transporter. Il y a toute une restructuration à envisager. Deuxièmement, sur la fin de mon exercice, les sages-femmes ont été demandeuses vraiment de formation. On allait la faire au CHU, on la faisait sur place, et jusqu'à l'aide-soignante, tout le monde avait son rôle précis, comme dans une régate finalement où on veut gagner, chacun est à son poste, j'étais régatière aussi, où on donne ses chances à l'enfant. On a donné de la chance à pas mal d'enfants, mais cette formation des sages-femmes qui sont formées à la réanimation pédiatrique, qui savaient quasiment intuber les enfants, je pense que ça peut être aussi une solution, et puis je pense que c'est indispensable. Les sages-femmes ont des situations physiologiques, elles vont se trouver à un moment ou à un autre devant une catastrophe. Voilà. Donc je pense que si c'est une pénurie, ouvrons largement les vannes de la formation et recrutons. Recrutons des étudiants, formons. C'est idiot de vouloir fermer des structures parce qu'il y a de moins en moins de monde. Je voulais rajouter tout à l'heure, et je ne l'ai pas fait, et vous avez raison, là, ce dont on vous parle, c'est dans la situation d'aujourd'hui. Si on avait du monde, on ne se poserait pas cette question. Le seul problème, c'est que pour avoir du monde, il faut quelques années. Et que ça, on n'y est pas. Et je voulais aussi juste préciser un point concernant la pédiatrie de maternité, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, et je suis attachée à cette activité que j'encadre aussi avec mon équipe. En fait, mes pédiatres voient 15 à 20 enfants chaque jour, parce qu'il faut vider la maternité, hein, vous connaissez le truc. Et les sages-femmes sont débordées parce qu'elles ont le côté maternel, etc. Et on a supprimé un métier dans la plupart des maternités qui est la puéricultrice, qui aidait quand même beaucoup à l'accompagnement des mamans aussi, au conseil de puériculture,
Quand vous en avez 17 à voir dans la journée, le conseil de puériculture, ça devient compliqué. Et c'est aussi de la prévention. Je parle en particulier de la mort subite, et on sait très bien qu'elle contribue à la mortalité infantile. Ça a été bien montré par M. Chalumeau. Donc voilà, oui, il faut augmenter les effectifs, mais pour les médecins, ça ne va pas aller vite. Mais je pense qu'il faudrait aussi repenser aux puéricultrices dans les maternités. Juste une petite parenthèse sur la pédiatrie libérale, qui est en train de littéralement mourir. On a eu Thomas Fatom qui nous a expliqué que ce n'était pas la peine d'avoir des pédiatres, c'est les généralistes qui vont faire ça. Le premier mois, c'est un mois à haut risque. C'est le prolongement de la grossesse, ce n'est pas un enfant encore stade pédiatrique. Les généralistes, je voulais juste vous dire que pour le moment, il est compliqué de considérer que les généralistes vont remplacer les pédiatres à la sortie de maternité, parce que vous savez qu'il y a une réforme en cours sur les études des médecins généralistes et que les 6 mois de pédiatrie obligatoire, en fait, sont supprimés. Ce sera au maximum 3 mois. Et donc, la Société française de pédiatrie, à laquelle j'appartiens aussi, est en train de lutter contre ça, parce qu'il va y avoir une dégradation de la formation des médecins généralistes en pédiatrie. Ça, c'est certain. Alors, je vais donner la parole à Céline Brulin, Patrice Joly et Annie Le Houerou. Et comme ça, vous pouvez faire une réponse globale. Mais j'allais dire sans transition, puisque ça concerne aussi les enjeux de formation que vous avez beaucoup évoqués, et sans s'être concerté sur la nature des questions. Est-ce que, parce que bien sûr, ça va prendre du temps de former tout ce monde-là, mais est-ce que vous avez déjà quantifié, évalué les besoins? Parce qu'effectivement, il faudrait s'y mettre maintenant et qu'on sache dans les futures promotions de combien on a besoin de l'ensemble des professions, puisque vous avez très bien montré le travail commun qui devait être mené. Et deuxième question, quel regard portez-vous sur la réforme des études de santé qui est à l'œuvre depuis 2-3 ans maintenant, au regard des enjeux que vous avez pointés les uns et les autres? Si je peux répondre à votre question, madame, le problème, c'est que quand vous formez un pédiatre, si vous n'êtes pas attractif, si la charge de garde est trop, il n'ira pas en néonate. Il ira vers d'autres, comme pour la gynéco-obstétrique. Si vous voulez, si vous obligez un obstétricien à faire un truc, vous en faites un gynéco. Donc c'est pas tellement, c'est difficile de dire le nombre, parce que en fait, ce qu'il faut, c'est rendre attractif les lieux où il y a une permanence des soins. Donc c'est écouter nos plus jeunes. Il y a quand même un certain nombre d'enquêtes qui ont été faites. Nous, dans notre enquête, il y a plus de 500 professionnels qui ont répondu. Donc il faut les écouter à un moment donné. Et sur les petites maternités, si vous voulez, c'est quasiment... Je dis pas, il ne faut pas toutes les fermer, ce n'est pas du tout ça. Mais si elles n'arrivent pas à être attractives, c'est-à-dire que globalement, quand il y a la visite de l'établissement, on regarde la liste de garde sur les 2 dernières années, et que si un tiers du temps c'est fermé parce qu'il n'y a personne, et l'autre tiers c'est occupé par des mercenaires, si vous voulez, c'est une structure qui est insécure. On peut dire comme on veut, mais c'est insécure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas en multipliant les étudiants, ça ne change rien. Si on ne résout pas le problème, qu'on ne prend pas en compte... Mais non, mais il en faut. Mais peut-être qu'on l'avait expliqué pour des puéricultrices dans nos services, où on ne leur laisse pas le temps de formation. Tu peux donner l'exemple de l'été chez toi? Avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on écoute Patrice Joly et Annie Le Houerou, et après Quelques questions. Merci en tout cas pour ces échanges qui sont très riches, parfois un peu inquiétants, surtout pour des élus des territoires ruraux comme je le suis. Le cas est le suivant. J'habite une commune dont j'ai été le maire, qui, à la suite de la fermeture d'une maternité qui est à 40-45 km, se trouve maintenant au mieux à 1h15 de 3 maternités, à peu près à équidistance. Ça peut aller jusqu'à 1h45 en fonction des conditions météorologiques. Ces 3 maternités, aucune ne fait 1000 accouchements. Et d'ailleurs, elles sont généralement souvent fragilisées, y compris celle qui fait 800 ou 900 accouchements, qui est celle de Nevers. Si en deuxième rang, les maternités sont à 1h45, 2h, il y en a 2. Donc si je vous suis, la solution aujourd'hui, c'est l'hôtel maternel. Et je me dis, vous parliez du CARE concernant les enfants, les nouveau-nés, je me dis, il y a quand même une attention particulière aussi peut-être à avoir aux femmes, aux couples qui sont en désarroi par rapport à ce qui est un moment important dans une vie, à la fois pour la femme et pour le couple. Et je voudrais savoir quelles sont les conséquences psychiques, est-ce que vous avez identifié les conséquences psychiques éventuelles dans les pays scandinaves et
Quelle réponse on apporte à ça? Et deuxième élément, on parle des questions des personnels et la prise en compte de la réduction des naissances. Est-ce que ça n'allège pas un peu la charge collective? Et dernier élément, plutôt que de toujours en raisonner en centre et des périphéries, est-ce qu'on ne pourrait pas fonctionner avec des établissements, des maternités en réseau et de fonctionner en matière de garde à travers ce réseau qui éviterait d'avoir ces concentrations et cette désertification? Merci. Annie, merci. Alors moi, mes questions rejoignent aussi celles qui viennent d'être posées. Moi, j'entends vos difficultés et puis le malaise des professions, quelles qu'elles soient, et des conditions de travail. Et je crois qu'en fait, on paye le manque de professionnels. Donc, à un moment donné, il faudra qu'on... Non pas... Alors, en tant qu'élu, en tous les cas, moi, je ne veux pas me résigner à vos propositions qui sont des propositions que vous faites pour gérer la pénurie et les difficultés des conditions de travail, mais il faut impérativement qu'on sorte par le haut pour accompagner les femmes, les enfants dans de bonnes conditions. Enfin, c'est ce qu'on demande à un élu et c'est parfois ce qui fait la différence aussi entre votre point de vue à vous et notre point de vue à vous, à nous, d'élus locaux, parce que c'est ce que nous demande la population, c'est ce que nous demandent les femmes, parce que quand on leur demande d'aller à 1 heure accoucher de leur domicile, eh bien, c'est un traumatisme. Elles sont accompagnées par une équipe, on leur dit une autre équipe va vous prendre en charge pour l'accouchement et hop, on vous ramène à la maison. Entre-temps, vous prenez rendez-vous à l'hôtel 3-4 jours. Monsieur, il n'y a pas l'environnement du papa, alors qu'on est aussi en train de travailler sur un partage de la parentalité. Le papa n'a pas sa place, l'environnement, les autres enfants n'ont pas leur place. Donc, moi, je pense qu'il faut impérativement qu'on arrive à trouver des solutions. Et je ne sais pas si vous en avez, mais moi, quand je vois que la première spécialité qui sort, c'est la chirurgie réparatrice et qu'on a des exemples d'actualité, ça me pose question. En tant qu'élu, ça me pose question parce que notre rôle, c'est quand même de réguler un minimum ces orientations et ces formations et ces choix, alors sans imposer, parce qu'il ne faut pas imposer à la prévention, aux futurs médecins leur choix professionnel, mais pour autant, je pense qu'on a quand même des solutions que nous devons trouver ensemble et qui ne sont pas celles que uniquement de gérer la pénurie et d'accoucher à 1h30 de chez soi. Enfin, je pense que ce n'est pas une solution. Et la Suède, d'ailleurs, des informations que j'ai, semble revenir sur cette organisation qu'elles avaient mis en place il y a déjà plusieurs années. Merci. Bien, très bien. Je vous laisse répondre collectivement. Vous commencez. Alors, je vais répondre sur 2 questions qui sont à la fois la formation de pédiatrie. Alors, sur la formation globale des professionnels de santé, on est tout à fait d'accord qu'il faut augmenter ce qu'on appelle le numerus apertus, etc. Il y a par contre une difficulté, c'est notamment les capacités d'accueil qui en fait c'est ça qui a régulé le numerus clausus et pas du tout les besoins de santé publique. Donc, il y a ça en tout cas qui est important à avoir en tête, c'est-à-dire que investir dans l'enseignement supérieur en tout cas et notamment sur les capacités de formation, ça peut être un levier justement pour augmenter le nombre de professionnels de santé. Sur la pédiatrie d'une manière générale, là je me concentre vraiment sur les 28 premiers jours. Effectivement, je pense que les sages-femmes, elles ont un rôle à jouer. On voit des sorties de maternité de plus en plus précoces. C'est d'ailleurs nos prochaines recommandations de pratique clinique. C'est des sorties non pas H48 heures, mais H6, H12, H24. Comment s'organisent les soins. Et là, notamment, un levier peut-être qui peut être intéressant, c'est le certificat de santé des 8 jours, qui actuellement doit être automatiquement signé par un médecin, qui pourrait très bien être signé par une sage-femme, puisque l'examen médical que nous faisons en visite à domicile notamment, et que nous faisons déjà en salle de naissance et en visite à domicile, répond en tout cas à tous les critères médicaux de cet examen. Et nous saurons orienter, quand il le faut bien évidemment, à des spécialistes que sont les pédiatres, si nous examinons, si nous dépistons bien évidemment quelque chose. Donc ça peut être un levier en tout cas pour les certificats de santé et améliorer le suivi pédiatrique. Et sur tout ce qui est la question des
des maternités. Alors en tout cas, ce qui concerne le Collège national des sages-femmes, quand il y a eu l'engagement maternité en 2017-2018, on était opposé à la mise en place des hôtels maternité pour les raisons que vous évoquiez. Vous parlez de réseau de garde, effectivement. Pourquoi pas avoir une mutualisation entre des établissements type 1, type 2, type 3 pour avoir l'expertise de chacun, puisque c'est ce qui est reproché en général, c'est-à-dire que quand une activité, enfin quand un établissement n'a pas assez d'activité, il n'y a pas forcément la praticité, on va dire, des soins, notamment d'urgence, hein, c'est ce qu'on cible. Et là, le fait qu'il y ait possibilité pour des professionnels de santé d'aller dans des types 3, dans des types 2, et donc en fait de se former tout au long de la vie, la formation continue est importante aussi, ça pourrait résoudre en tout cas ces problèmes de manque d'activité, en tout cas sur des soins d'urgence. En tout cas, c'est une position qu'on défend au niveau du Collège des sages-femmes. Ok, je crois que M. Beuchet, vous vouliez aussi parler, et puis Mme Benachi. Allez-y. Très très rapidement, c'était pour répondre à une question de tout à l'heure sur l'attractivité. Clairement à Rennes, il y a 7 nouveaux internes de pédiatrie par an depuis plusieurs années. Dans les 3 dernières années, on a eu 4 droits au remords de jeunes internes futurs pédiatres qui nous ont vus travailler et qui se sont dit la charge de travail est trop lourde, qui sont dans des colloques avec d'autres collègues qui sont en cardio et autres, qui se sont dit cette spécialité est folle et qui sont partis sur autre chose. Donc l'attractivité, c'est ça, c'est aussi ce qu'on projette dans la charge de travail que l'on a. Il y a un cercle vicieux qui se met en place. Alors si vous rajoutez de la mutualisation, vous allez faire partir tout le monde. C'est-à-dire que quand déjà vous avez du mal à gérer votre service et qu'en plus on vous demande d'aller faire des gardes à 50 km, pour avoir beaucoup de collègues qui le font, c'est extrêmement compliqué. Pour répondre à votre question, quand vous faites de la chirurgie plastique, vous faites un petit peu de garde aux urgences au départ de votre internat et après vous n'en faites plus. Nous, on continue à en faire. À 50 ans, on fait encore 5 gardes par mois. Donc c'est tout. C'est-à-dire que si on met la possibilité à toutes nos spécialités, parce qu'on est tous concernés, de travailler dans de bonnes conditions, c'est quand même beaucoup plus sympathique de travailler avec des femmes et des enfants que d'aller réparer des gens tout cassés et de refaire des liftings. Donc je pense qu'il y a quand même aussi l'attractivité de la spécialité et il faut plus de monde. Et ma collègue a tout à fait raison. Pour avoir une enfant en première année de médecine, je peux vous en parler pendant 3h30, donc surtout je ne me lance pas là-dessus. Mais... Pas tout de suite. Non, non, ne vous inquiétez pas. Mais derrière, il y a en fait le nombre d'étudiants n'a pas augmenté parce que derrière les facs peuvent pas former. Donc, il n'y a plus d'enseignants. Bien, professeur Rosé, pour clore la mutualisation, c'est une fausse bonne idée. Elle existe depuis une dizaine d'années et en fait, ça épuise les équipes. Hein, donc, je voulais vous répondre, madame, sur la mutualisation, c'est une fausse bonne idée. Parce que si vous voulez, le nombre de gardes, soit vous avez 3 listes de gardes, et donc ça fait 21 jours de la semaine à gérer, soit il y a une liste de gardes, il n'y a que 7 jours. Donc, si vous voulez, quand vous en mettez 21, vous épuisez les équipes. Vous avez Caen, faites votre enquête à Caen, il y avait 12 PH d'obstétrique, maintenant ils sont à peine 7, et en fait, les petites maternités qu'ils alimentaient, ils n'arrivent plus à les alimenter, parce que les gens s'en vont. Donc vous ne pouvez pas obliger ça. Et deuxième point, je pense que les modèles scandinaves sont quand même extrêmement intéressants à étudier. C'est eux qui ont les mortalités les plus basses. Il y a comme l'a dit Damien, ils ont réussi à restructurer en maintenant une humanité majeure, où là il y a un accueil des familles. Si vous voulez, c'est des centres centrés sur la famille. Donc c'est tout à fait possible. Allez voir. Là, on n'invente pas des choses. Il suffit... Mais pourquoi on ne va pas vers ça? Non, non, mais on est là pour travailler et puis pour connaître et pour faire changer les choses. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir consacré ce temps à ces échanges, à ces auditions. Donc, on vous a envoyé des questionnaires, si vous voulez bien nous les renvoyer. Et on ne manquera pas de vous recontacter si au cours de nos auditions, on se rend compte qu'on a des petites précisions à avoir. Voilà. Non, bon. Non, au retour des vacances, on ne va pas vous gâcher vos vacances. Sachez qu'on doit rendre nos travaux pour fin juin, début juillet, quoi. Donc, disons le plus tôt possible, après le 15 avril.
Voilà. Je ne connais pas votre pouvoir, mais aidez-nous pour les soins critiques néonataux. On est en pleine négociation avec la DGOS et vraiment, je pense que les nouveau-nés, je pense que vous avez vu à Robert Debré. Oui, justement, j'aimerais bien les passer une journée là-bas pour... voilà. On n'a pas du tout abordé ce sujet ce soir, mais c'est vraiment un problème crucial et c'est très important de se pencher sur la question aussi et qui est plus simple à régler que les maternités, vous voyez, parce que là, la population fera vraiment ce qu'on... C'est pas inflammable comme question, contrairement aux maternités. Donc, si le Sénat peut nous aider à obtenir... Vous avez donné 1 300 € au lieu de 2100. Voilà, hein. voyez. Pour la vie entière. Oui. Merci beaucoup, bon retour. Et pour mes collègues, donc on se voit demain pour celles qui peuvent.